Bien, alors, auditrice, auditeur de Zolkin Morpheus Radio, Radio Morpheus Zolkin. Nous allons parler d'apocalypse, de fin des temps et de tout ce qui va avec ça, n'est-ce pas Frédéric? Oui, on va aborder un certain nombre de réflexions là-dessus. Tout à fait. Bah, je te laisse y aller tranquillement. Donc, en règle générale, quand on parle de l'apocalypse, on a toute une sorte de cloaque autour, avec pléthore de films hollywoodiens où on tue de l'humain de différentes manières en fonction des cataclysmes. Ça n'a absolument aucun sens, sinon de susciter la frayeur chez les gens, la terreur. Et on n'a aucun élément sérieux qui nous permette d'interpréter aussi bien l'Apocalypse de Saint Jean que d'autres textes anciens qui nous parlent effectivement d'événements relatifs à la fin du temps. Mmh. On a eu aussi la trouille bleue suscitée artificiellement par la fin du monde du 21 décembre 2012. Tout ça n'est pas sérieux et on n'a pas beaucoup d'exégèses ou de gens qui sont en mesure de se pencher sur ce que c'est que la fin des temps. Alors si, on a aussi la peur viscérale, on va dire de la sorcellerie institutionnalisée avec le 666, avec le luciférisme. Alors effectivement, tout ça fait peur aux gens, surtout aux gens chrétiens, comme on en a une très grande partie en France. Mmh. Surtout avec une élection de Micron avec 66,06% des voix. Micron, t'as dit. Micron. Oui, Micron. C'est exprès. Oui. Moi, je l'appelle Micron parce que les journalistes habituellement l'appellent Macron. Je trouve pas ça gentil. Micron, ah bien. Oui, tout à fait. Oui, alors, donc 66,6%, c'est ça? 66,06, ouais. Ouais, ok, ouais, quand même. Et il nous fait un grand discours devant une pyramide à 666 faces. Donc c'est l'avènement du luciférisme à l'échelle mondiale qui va étendre sa lumière partout à partir de la France, c'est-à-dire le cœur en fait sacré de la planète. Donc évidemment tout ça fait peur. Bon. Alors 666, c'est un chiffre sacré pythagoricien. Ouais. En réalité, c'est l'addition de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 36, qui nous fait 666. 36, en réalité, donc c'est le symbole de 360, c'est-à-dire une année. Et si on multiplie ces 360 par la vie moyenne d'un homme qui est de 72 ans, ça nous donne 25 920 années, qui correspond exactement en fait à la précession des équinoxes, c'est-à-dire l'année platonicienne. Mmh. Donc on va devoir revenir souvent sur ce chiffre-là, parce que il a toujours existé en fait sur Terre une sorte de mathématique céleste ou mathématique divine qui a été pratiquée par les celto-nordiques, par les Égyptiens, par certains peuples d'Amérique latine, en Chine également. Donc tous ces chiffres en fait servent à calculer le début du temps terrestre et la fin du temps terrestre. On a en particulier en Égypte chez les prêtres de Ptah des calculs mathématiques célestes qui sont extrêmement précis et qui mettent en place une véritable adéquation entre le microcosme et le macrocosme. Par exemple, on sait qu'une année précessionnelle est de 25 920 ans. Alors ça veut dire quoi une année précessionnelle? Ah ouais, ça veut dire en réalité que quand vous regardez les étoiles se lever, vous prenez un point fixe, en fait un repère, et vous voyez une étoile se lever sur ce repère. Tous les ans, elle va se décaler, mais légèrement, et au bout de 70 ans, elle sera décalée d'1 degré. Ouais. Et au bout de 360 degrés, donc 360 multiplié par 72, c'est-à-dire au bout de 25 920 jours, elle reviendra à son point de départ.
Donc c'est un décalage en fait de l'ensemble de la levée des étoiles sur notre planète de 1 degré tous les 70 ans. Et il faut savoir que les Celtes connaissaient ça parfaitement, ça fait partie dans les cercles sacerdotaux celtes d'une connaissance essentielle pour la connaissance du temps. Les Égyptiens connaissaient ça parfaitement et certains peuples d'Amérique latine également. Donc on avait un calcul du temps en fonction de la levée des étoiles. D'accord. Et tu peux rappeler, ça met combien de temps? Donc c'est 1 degré tous les 70 ans. Donc si vous observez tous les jours une étoile le soir à son lever, il faut combien d'années? Vous allez devoir attendre 72 ans avant qu'effectivement le lever de cette étoile soit décalé d'1 degré. D'accord. Donc pour faire un tour complet, ça fait 360 degrés. C'est mal. Donc 360 degrés par 72 ans, vous allez devoir attendre 25 920 ans pour la revoir apparaître à ce niveau-là. C'était ce chiffre-là que je voulais réentendre, 25 920 ans. 20 ans. Alors, c'est ce qu'on appelle l'année platonicienne, mais bon, ça n'a rien de platonicien, c'est une connaissance pythagoricienne, et cette connaissance pythagoricienne est issue, en fait, des prêtres de Ptah en Égypte. Alors, qui étaient ces prêtres? D'où viennent, en fait, les religions égyptiennes? En réalité, les Égyptiens sont d'anciens Atlantes qui ont migré en Afrique et qui ont réinstallé, on va dire, un cercle qui ont réinstallé une forme d'Atlantide en Égypte. C'est pour ça qu'on a toutes ces pyramides, tous ces bâtiments et édifices dont on ne comprend absolument rien, parce que c'est vraiment issu d'un savoir et de science ancestral, et on est passé à côté avec notre science actuelle. On n'a pas encore compris à quoi servait une pyramide, quoi. Donc, chez les anciens, l'année précessionnelle, elle est fondamentale. C'est la base de toute la mathématique céleste. Et elle est en adéquation avec le microcosme. C'est-à-dire qu'un homme vit en moyenne 72 ans. Si on multiplie par le nombre de jours que ça représente, 72 multiplié par 360, ça va nous donner 25 920 jours. Sachant que l'année symbolique pythagoricienne est toujours de 360 jours. Par ailleurs, il faut comprendre qu'un homme respire en moyenne 18 fois par minute. Or, il y a 1440 minutes sur 24 heures. Et là encore, donc si on multiplie ces 18 respirations à la minute par les 1440 minutes dans une journée, on retombe sur 25 920 respirations humaines par jour. Ah ouais. Donc, voilà. C'est bien. Donc on voit bien qu'on a un temps céleste, un temps terrestre et un temps parfaitement humain, et les trois sont synchronisés. Ça, c'est la base des connaissances de l'ensemble des mathématiques célestes. D'accord? Donc 25 000 ans, c'est l'année précessionnelle. 25 920 jours, c'est la durée de vie d'un homme en général. Et 25 920 respirations, c'est le nombre de respirations qu'un homme fait chaque jour. Et alors, parce qu'on a des gens des fois qui, on n'a pas les mêmes rythmes. Il y a des gens, ceux qui respirent, il y en a qui respirent peut-être moins, non? Oh ben ce sont des moyennes. Oui, ce sont des moyennes. Ouais, ce sont des moyennes qui sont calées, on va dire, sur une certaine symbolique, mais qui sont tout à fait dans les normes biologiques. Humaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment des chiffres que je ne connaissais pas, mais alors absolument pas. Donc il y a évidemment plein d'autres chiffres. Alors pourquoi utiliser tous ce chiffre? Eh bien parce que du point de vue aussi bien des Égyptiens que des Celto-Nordiques, c'est avec ces chiffres que l'on calcule on va dire le temps céleste, et que qu'on gère le temps terrestre également. On est de toute façon bercé par des rythmes célestes qui sont parfaitement connus de manière ancestrale, et c'est là qu'on a vraiment des arcanes mathématiques qui sont pas des choses totalement symboliques, mais qui correspondent à la vie, qui correspondent à la respiration de la vie, qui correspondent à des respirations cosmiques, planétaires ou célestes. Voilà.
Alors c'est quoi une respiration cosmique? Eh ben, c'est une respiration, enfin c'est un cycle, c'est Ouais, toujours un cycle. D'accord. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir des cycles qui sont largement supérieurs à 25 920 ans. Alors là, on va pas en parler, c'est-à-dire que là, je voulais qu'on parle uniquement de l'Apocalypse, Oui, en ce qui concerne la fin des temps et le calcul de la fin des temps au niveau terrestre. Mais on peut pousser, évidemment, à partir de cette unité de 25 920 ans, on peut pousser les choses beaucoup plus loin, arriver à plusieurs millions d'années, qui sont aussi des chiffres cycliques, et qui nous donnent d'autres informations sur d'autres cycles à des échelles cosmiques plus larges. On sait par exemple que le calendrier Maya n'a pas été conçu, d'après un temps linéaire, mais il a été conçu d'après des cycles célestes qui ont chacun leur influence sur l'être humain. Et donc on peut prendre en considération uniquement l'année précessionnelle, mais après, quand on pousse les mathématiques divines de ce côté-là, on va devoir aussi prendre en compte des cycles qui concernent une partie beaucoup plus large, beaucoup plus étendue de l'univers. C'est-à-dire la galaxie, au cosmos et tout. On a donc des cycles de cet ordre-là. Ça nous emmène loin, ça. Oui, mais c'est pour ça que je ne veux pas y aller. Je veux qu'on revienne à la Terre. Redevenons terriens. Voilà. Bon, déjà, voilà, on a une sorte d'horloge cosmique qui est vraiment en adéquation entre notre respiration, la vie moyenne d'un homme, et puis cette année précessionnelle. Alors, il faut savoir que l'étude des étoiles qui se lèvent au fil des années et au fil des millénaires, c'est une étude qui était à l'origine, je pense, atlante, mais c'est une étude antédiluvienne. C'est vraiment une étude qui a été faite parce que on considère que les influences célestes sont énormes en ce qui concerne les orientations d'une civilisation sur la Terre. Par exemple, pour donner une idée de ce que représente l'influence céleste, les prêtres égyptiens de Ptah considéraient que quand l'enfant naît, l'influence céleste, donc l'influence des étoiles au moment où il naît, imprime directement son cortex au moment même où on coupe le cordon ombilical. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous est imprégné d'un influx céleste spécifique au moment où on est coupé de notre mère, au moment où on coupe le cordon. Et comme les Égyptiens, les prêtres égyptiens avaient une très profonde connaissance, donc on va dire astro-mathématique de ces influences, il leur arrivait de pratiquer en fait des césariennes pour éviter que certains enfants qui étaient destinés à être pharaons ou à avoir de très hautes responsabilités naissent sous une influence cosmique néfaste ou désavantageuse. D'accord. Voilà. Donc les césariennes étaient pratiquées en Égypte il y a plus de 6000 ans. Voilà. Donc quelle était la formation en fait des prêtres égyptiens ou des prêtres et prêtresses celto-nordiques ou celtiques ou certaines castes chinoises. En fait, ils avaient une initiation aux mathématiques divines, c'est-à-dire qu'ils devaient connaître les cycles célestes calculés mathématiquement avec la position des astres, de façon à connaître les futures influences célestes qui auraient lieu sur l'ensemble de la planète. Tu me suis ? Oui, je te suis. J'essaye de me concentrer parce que c'est un peu compliqué des fois quand même, malgré que bon, j'ai pas trop le cerf-volant, mais ça fait beaucoup. J'essaye d'ingurgiter. Donc il s'agit de mettre en place une connaissance relative à toutes les influences célestes qui peuvent émerger et impacter un cortex humain sur 25 920 ans. Donc leur formation était quelque chose de haut en couleur. Il fallait pouvoir vraiment utiliser les mathématiques, connaître l'astronomie, connaître l'astrophysique, connaître un certain nombre de cycles d'étoiles qui n'étaient pas forcément visibles à certaines époques mais qui l'étaient à d'autres. Et tout ça constitue ce qu'on appelle la mathématique divine, la mathématique céleste. Tout ça a été codifié en fait et mis en place
dans une construction ancestrale, donc qui doit remonter à plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, et qui s'appelle le cercle d'or de Dendera. Oui, j'ai bien entendu parler. Alors le cercle d'or de Dendera, personne n'en a entendu parler puisqu'on redécouvre seulement maintenant en gros son existence. Au XXe siècle seulement on découvre un gigantesque édifice circulaire en Égypte sur 2 niveaux, qui est un véritable labyrinthe. Donc Hérodote par ailleurs en parlait dans son livre d'histoire de l'Égypte. Et il évoquait un labyrinthe avec 3300 chambres. En réalité, donc c'est un édifice circulaire sur 2 niveaux qui comporte 3240 chambres. Et chacune de ces chambres dans ce labyrinthe renferme la connaissance d'une configuration céleste de base. C'est-à-dire une configuration qui va impacter le cortex humain de telle manière. Et sur l'ensemble de la précession des équinoxes, les prêtres de Ptah, donc égyptiens, descendants des Atlantes, avaient cette connaissance identifiant 3240 influences célestes spécifiques, et elles étaient à la fois représentées et induites dans le labyrinthe. Et donc pour initier les nouveaux novices, ils devaient avancer progressivement dans le labyrinthe et apprendre quels étaient les différents influx célestes qui engendraient tel impact sur le cortex cérébral. Et alors, est-ce que ces influx, ils sont liés à des périodes, par exemple des périodes de l'humanité Bien sûr, il y a des périodes, il y a des influx qui sont plus puissants à titre individuel, il y a des influx qui sont absolument globaux, qui touchent l'ensemble de l'humanité. C'est tout en finesse, hein, c'est vraiment des calculs, mais c'est une science, c'est vraiment une science, c'est une science qui est calculée. C'est pas l'astrologie commerciale subjective qu'on peut avoir aujourd'hui avec plus un certain nombre d'interprétations ou d'erreurs ou de décalage par rapport à ce qui existait du point de vue de l'Égypte ancienne et vraisemblablement de l'origine de ces connaissances qui étaient en Atlantide. Mais c'est quelque chose effectivement de très très pointu, très précis, qu'on peut calculer à la fois pour un individu ou pour la planète. Et qu'est-ce qu'il en est advenu de ce labyrinthe ? Alors ce labyrinthe a été littéralement ensablé, en partie abîmé, et il est redécouvert. Enfin, on le redécouvre seulement maintenant. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et une des premières personnes à en avoir parlé, c'est Albert Schlossmann, qui est à l'origine d'un livre qui s'appelle Et Dieu ressuscita Dendera. Donc on a là une première explication qui n'avait pas eu lieu depuis des lustres concernant les chambres du labyrinthe. Et alors par rapport à l'Apocalypse ? Alors par rapport à l'Apocalypse, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire que si on prend les 3240 influx célestes identifiés par les prêtres égyptiens et qu'on le multiplie par 8, c'est-à-dire un symbole d'infini, on va retomber sur 25 920 ans. C'est-à-dire l'année donc précessionnelle qui marque un début du temps et une fin du temps au bout de 25 920 ans. Et après ces 25 920 ans, ça recommence. Voilà, ce sont des cycles, voilà, ça recommence. Donc c'est pas fin des temps, fin du temps n'équivaut pas à fin du monde. Comme un peu les navets cinématographiques qui avaient été faits par rapport à 2012 ou d'autres du genre, quoi. Tout à fait, ça correspond à un cycle terrestre. Voilà, mais ça c'est un truc qu'il faut préciser parce que bien souvent il y a un amalgame qui est fait entre fin des temps et fin du monde. C'est pas la même chose. Oui. Non, mais la fin du monde humain n'est pas la fin du monde, de la planète Terre. Bien sûr. Il y a une grande différence. Bien sûr, mais c'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est pas mal ça. Alors je vais essayer d'y venir, mais progressivement, il y a beaucoup de notions
beaucoup de réflexions à apporter là-dessus. Donc, on pourrait conseiller à nos auditeurs. On va essayer d'y aller tout doucement. Pour l'instant, tu suis, oui, ça va? Moi je suis. J'espère que de l'autre côté ça suit aussi. prenez des notes. Oui, je suis, mais bon, ça va. Bon, avec toi, je suis habitué maintenant. Ouais. Faut essayer. Donc le cercle de Dendera qui permet d'initier les prêtres qui pratiquent les mathématiques célestes était en fait une réplique d'un temple identique qui existait en Atlantide. Et ce sont les prêtres survivants atlantes qui ont maintenu cette connaissance et exigé que l'on remette sur le deuxième cœur de l'Atlantide, donc qui est l'Égypte, le temple qui permettait de relier l'Égypte et le peuple aux combinaisons célestes. Donc il s'agit, avec ce cercle d'or, de tisser ou remettre en place une alliance entre le peuple de terre et Dieu, ou disons les lois divines. Les lois divines, oui. Alors on a effectivement dans l'inconscient collectif tous une image du labyrinthe, mais on ne sait pas ce que c'est. On a le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, des labyrinthes un petit peu partout, sur l'île de Crète, etc. En fait, le labyrinthe, c'est un outil initiatique d'origine pour apprendre à reconnaître les cycles célestes, les cycles terrestres et les influences des constellations sur le psychisme humain. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de labyrinthe de manière mythique ou autre, mais le labyrinthe, c'est l'outil qui permet de faire le lien par initiation entre la terre et les cieux. Parce que le labyrinthe, bien souvent, l'image qu'on en a, c'est le truc, on rentre dedans, on trouve jamais la sortie, c'est assez compliqué. Mais est-ce qu'il y a des liens entre justement ce labyrinthe de Chartres ou autre labyrinthe à travers le Alors temps? Tout à fait, le labyrinthe de Chartres a été construit en fait par des initiés qui ont gardé les connaissances ancestrales d'origine. Et donc ils ont reproduit, on peut dire, une forme de labyrinthe de Dendera, sauf que là on a juste à passer d'une pierre à une autre pour faire l'ensemble du parcours du labyrinthe de Chartres, et qu'on considère d'une certaine manière comme étant une initiation. Évidemment, c'est une initiation bien moins initiatrice que le labyrinthe de Dendera, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait voulu s'aventurer dans le labyrinthe de Dendera sans avoir l'éthique qui était liée aux prêtres des mathématiques célestes et mathématiques divines avait toutes les chances d'y mourir. Donc effectivement, la cathédrale de Chartres, du point de vue du savoir qui a été mis en œuvre pour concevoir ce labyrinthe, est parfaitement en adéquation avec le labyrinthe des origines qu'on appelle le cercle de Dendera en Égypte. Et ce cercle-là, il est mis à jour. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tout à fait récemment, mais ça fait quelques décennies qu'il a été redécouvert, mais je sais même pas s'ils ont mis en place des budgets pour désensabler les lieux, pour essayer de comprendre pourquoi ça existe, pourquoi c'est là. Le problème à notre époque, c'est que les politiques sont plus occupés à se battre entre eux que à gérer des choses qui sont essentielles pour l'humanité, quoi. On a vraiment un gros problème concernant des choses et des enseignements qu'on a sous les pieds et que personne ne veut. Personne n'utilise les ressources et les manettes gouvernementales pour faire des recherches archéologiques et tenter de comprendre ce que tout ça veut dire. Le problème, c'est qu'on en est là. Donc Dendera, alors j'ai pas les dates exactes, mais ça doit faire bien une bonne trentaine d'années, si c'est plus, que on a redécouvert ça. Et pour l'instant, on a à peu près strictement aucune information
sur toute découverte ou tout usage qui pouvait être fait de ce labyrinthe. Voilà. Donc ça n'a jamais été traité lors de la découverte par les médias où on n'a pas informé les gens Non, le seul à vraiment avoir abordé et avoir tenté de comprendre et qui lisait le démotique, le hiéroglyphique, qui était un homme exceptionnel, c'est Albert Schlossmann, qui nous explique tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment suite à la lecture d'Albert Schlossmann que j'ai pu comprendre et appréhender ces choses-là. On continue sur l'apocalyptique. L'apocalypse. Oui, l'apocalypse. L'apocalypse. Alors, je continue. Je pense que toujours dans la même trame d'idées, les pyramides telles qu'elles ont été conçues sont des bâtiments, on va dire, psychotroniques ou psioniques. En réalité, ces édifices, déjà du point de vue géométrique, ils ont été conçus pour durer éternellement. Comme dit un dicton arabe, l'homme a peur du temps, mais le temps a peur des pyramides. Et donc si une civilisation a mis en place des édifices qui durent éternellement, c'est pour nous transmettre un savoir. Et pour avoir des édifices éternels, il faut utiliser des constantes célestes. Et on sait par exemple que dans la construction de la pyramide de Khéops, la coudée qui a été utilisée, c'est un rapport de deux constantes célestes, c'est-à-dire de pi moins phi au carré. Donc 314 moins 2 618 au carré. Donc on a vraiment là une application et des constantes célestes qui permettent avec de telles mathématiques de construire une pyramide qui va résister au temps grâce en fait à ses proportions, à son assise, à ses volumes, à ses masses et à l'ensemble de ses rapports. Donc ça, construire un édifice avec de telles constantes et une telle précision, c'est issu d'un savoir qui permet de faire des bâtiments ou des constructions qu'on appelle cyclopéennes, c'est-à-dire qui vont pouvoir résister aux tremblements de terre, qui vont pouvoir résister même à des inondations, qui vont pouvoir résister à des cataclysmes. Alors évidemment, si un météorite tombe dessus, la pyramide sera détruite, mais seulement en partie. On pourra encore en avoir quelques idées concernant les proportions. Donc il faut bien comprendre que les civilisations qui nous ont précédés nous ont laissé des messages. Elles nous ont laissé des messages parce qu'elles avaient le savoir pour pouvoir construire des bâtiments qui pouvaient durer des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Ce qui n'est pas le cas dans notre civilisation. Notre civilisation est très superficielle. On est léger sur la croûte terrestre et on peut être vite balayé puisqu'on ne construit des bâtiments qui techniquement ne peuvent durer que 80 ans avec les ciments actuels. Alors évidemment, il y a une plus grande longévité sur les constructions qui ont été faites avant, mais ces savoirs-là, on est en train de les perdre au fur et à mesure. Donc techniquement, aujourd'hui, notre civilisation moderne est capable de faire des bâtiments qui durent 80 ans, une centaine d'années, pas plus. Et en ce qui concerne tous les édifices en bois, les maisons bois, ça dure 30 ans, 40 ans. Puisqu'on utilise le bois n'importe comment à l'heure actuelle. Voilà. Donc je parlais de ces édifices qui sont là et qui existent pour nous transmettre un savoir. Alors j'avais parlé dans le précédent Morpheus, j'ai fait donc un article tiré d'une vidéo de Jacques Grimaud qui nous explique que l'ensemble de la masse d'une pyramide en calcaire enserre en fait une chambre en granit, et qu'avec la levée du soleil et l'augmentation du volume de la masse de calcaire contre le granit engendrait une piézoélectricité d'une grande teneur, d'une grande ampleur. Et la question, c'est de savoir comment, alors déjà avoir conçu ça, c'est-à-dire une métamachine piézoélectrique en forme de pyramide, il faut un certain génie. Mais en plus, la question qui se pose, c'est pourquoi en réalité, à quoi ça peut bien servir de faire de l'électricité comme ça à l'intérieur d'une pyramide comme la pyramide de Khéops. Ce que je pense, et c'est l'approche aussi de Jacques Grimaud, bien que tout ça, ce sont des approches un petit peu à tâtons,
En fait, on sait influencer le cortex d'un être humain avec des ondes, alors qu'on appelle psioniques ou psychotroniques. On sait le faire aujourd'hui, l'armée fait ça très bien sur les foules qui manifestent, et il semble que le niveau de connaissance des prêtres égyptiens et atlantes permettait en réalité d'utiliser Khéops comme une sorte de centrale psionique ou psychotronique. C'est-à-dire que quand les influx célestes pour l'ensemble de la civilisation terrestre étaient mauvais, on allait utiliser l'énergie piézoélectrique pour essayer de compenser à l'échelle mondiale les effets néfastes des constellations sur les civilisations terrestres. Alors ça devait fonctionner comme ça, c'est avec une centrale psychotronique à Khéops qui transmettait sur l'ensemble des autres pyramides dans le monde. Et Gizeh était la centrale, on va dire, psionique, et relayait cette onde sur les autres pyramides. On sait par exemple au niveau, concernant la Chine, que le premier empereur de Chine, donc il y a plus de 5000 ans, disait qu'il n'était pas à l'origine des pyramides en Chine. Et donc que les pyramides, sans qu'on sache à quoi elles servaient, des milliers de pyramides étaient présentes avant même que le premier empereur de Chine n'existe. Donc on voit bien qu'il y a des constructions terrestres antédiluviennes qui touchent absolument tous les continents, que ces constructions sont des relais d'un système qui vise à toucher l'ensemble de la population terrestre, et qu'une des fonctions de ces pyramides était vraisemblablement celle de servir de relais à des ondes psioniques protégeant les populations quand sur 1 an ou 2 ans on avait une influence céleste extrêmement nocive pour l'ensemble de l'humanité. Tu me suis ? Je te suis. Alors, donc on a bien affaire à une civilisation antédiluvienne qui utilisait des métamachines qui permettaient de toucher tous les êtres humains, toutes les entités biologiques intelligentes sur Terre. Donc, on voit d'un côté une connaissance des mathématiques célestes, une connaissance à travers le cercle de Dendera de 3240 influx célestes identifiés, et ce labyrinthe servira à l'initiation des prêtres égyptiens, des prêtres de Ptah. Et d'un autre côté, on voit une science qui est capable de mettre en pratique un effet piézoélectrique à partir d'une pyramide, effet piézoélectrique qui va permettre d'amplifier et d'utiliser une onde et de créer une onde psychotronique permettant de protéger l'ensemble de l'humanité à travers le relais de toutes les autres pyramides ou de tout autre édifice cyclopéen implanté sur l'ensemble de la surface de la Terre. Tu parlais tout à l'heure de métamachines. Comment c'était fait ça, ces métamachines ? On a retrouvé des traces de ça ? Alors quand on parle d'une métamachine, bien souvent, nous quand on voit machine, on voit en fait engrenage, ressort, bruit, moteur, etc. D'accord ? Tout à fait. C'est pour ça que et à partir de là, on va faire avancer un truc où on va faire l'électricité. Ouais. D'accord ? Ouais. Mais si tu mets une très grosse masse de calcaire et qu'au centre tu mets par exemple un quartz ou un granit ou un quartz, quand le soleil va se lever, il va y avoir une dilatation du calcaire qui va faire une pression sur le quartz et tu vas créer de l'électricité. Mmh. Donc ça, c'est une métamachine. Mmh. Alors effectivement, on a l'impression de ne pas avoir une technologie en face de nous. On a une technologie d'une simplicité. Plus le savoir est avancé, plus la technologie est simple. Mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est vrai que dans les têtes... métamachine, tout de suite, le mot machine, on visionne un truc comme nous, on a un peu l'habitude de connaître. Alors que c'est pas ça du tout, en fait. On fait une métamachine capable de nous faire de l'électricité à des très très hauts niveaux, avec des blocs de calcaire, et puis un quartz ou un granit, tout simplement. Et à chaque fois que le soleil va se lever, eh bien cette métamachine va se mettre en œuvre, la dilatation du quartz va compresser
Excuse-moi, la dilatation du calcaire va compresser en fait le quartz ou le granit, et on va avoir un effet piézoélectrique, c'est-à-dire qu'on a une machine électrique, tout simplement, avec deux types de matériaux, et sans aucun engrenage, sans rien. Ce serait pas mal avec les crises qu'on traverse actuellement d'avoir des procédés comme ça en fait pour monter des pyramides dans toutes les communes de France. Ouais, je sais, ce serait peut-être le cauchemar pour les chrétiens. Ils diraient que ils diraient que la franc-maçonnerie a gagné sur les églises. Mais tout le monde aurait peur. Mais je parlais au niveau utilité. Par contre, on pourrait produire de l'électricité avec ça, quoi. Oui, bien sûr, mais pour avoir des hauts niveaux d'effets piézoélectriques, il faut des pyramides gigantesques, et le problème c'est qu'on sait pas les faire, on sait pas les construire. D'accord. Donc, on est incapable, en réalité on est incapable de construire une pyramide. Oui, donc le problème est réglé finalement. Oui, le problème est réglé, oui. Il y a eu quelques essais pour faire il y a eu un essai d'ailleurs qui a été fait pour tester la construction d'une pyramide à l'ancienne avec des blocs que l'on a mis les uns sur les autres et tout. Et en fait, il y a une je crois qu'il y a eu une micro secousse, je sais pas, et tout s'est cassé la gueule, tout est tombé, quoi. Donc, en fait, on ne sait pas construire des pyramides. Oui, toutes petites ou grandes. Petites ou grandes, on ne sait pas. On n'a pas, on sait pas comment ils ont fait. Alors, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais quand il s'agit techniquement de refaire ça, il n'y a personne. Et alors, la pyramide du Louvre elle est pas juste. La pyramide du Louvre, c'est une pyramide maçonnique. Ouais. Les maçons connaissent un certain nombre de principes concernant la pyramide. Bon, phi, pi, tout ça, évidemment, ils l'utilisent. Donc, ils se revendiquent en lien direct avec les éléments dont je suis en train de parler. Mais en réalité, ils ne connaissent rien des mathématiques célestes. Ils ne reconnaissent pas, à proprement parler, les prêtres de Ptah. Ils n'ont aucune intelligence pratique concernant les savoirs atlantéens des origines. C'est une maçonnerie de seconde main, en fait, qui a été mise en place par les celto-nordiques pour avoir une royauté qui soit favorable, on va dire, au matriarcat celto-nordique en France et ailleurs. Donc cette maçonnerie, c'est une maçonnerie profane qui nous apporte rien. Par contre, elle va effectivement utiliser tout un tas de symboles qui sont liés à ce que j'appelle l'ancienne tradition, mais dont ils n'ont à peu près foutrement rien compris. L'ensemble des technologies utilisées par la maçonnerie à l'heure actuelle ne sert qu'à dominer les hommes. Ce n'est pas une maçonnerie d'éveil. Alors pour les loges bleues, bon, ça peut être sympa effectivement de discuter. Il peut y avoir quelques personnes qui sont intéressantes, mais plus on monte dans les degrés de la maçonnerie, plus on inverse la donnée. On s'aperçoit à un moment donné que il ne s'agit pas d'atteindre l'éveil, il s'agit de trouver des nouvelles techniques de domination sur les peuples. Donc la maçonnerie ne présente aucun intérêt puisqu'elle est en déphasage total avec les principes de mathématiques célestes qui sont à l'origine, précisément, des pyramides et de toute la symbolique qu'ils utilisent, mais qu'ils ne comprennent pas. Alors je suis un petit peu sévère avec la maçonnerie, mais comme on nous fait un grand show maçonnique et luciférien avec une pyramide à 666 faces et puis un micron élu à 66,06%, je suis un peu agacé. Je suis un peu agacé que l'ignorance arrive au pouvoir comme ça, et la seule finalité de ces gens, ça va être de dominer, donc de détruire. Si on veut dominer, c'est qu'on veut détruire. C'est une forme d'apocalypse. Oui, alors il est dit effectivement dans Saint Jean qu'on va avoir toute cette symbolique du 666 qui va remonter, qu'elle sera dévoyée. Ce ne sera pas la science pythagoricienne qui va être mise à l'œuvre, mais une sorte d'ersatz de science pythagoricienne, une sorte de calque qui en a les apparences, mais qui n'en a pas la saveur ni la texture. C'est un petit peu comme le Canada Dry. D'accord. Nous sommes toujours en live sur Morpheus Zolkin avec Frédéric Morin, directeur de publication du journal Morpheus. Et puis nous parlons ce soir d'apocalypse, de fin des temps, et nous allons
maintenant en arriver à ce que j'ai déjà oublié, Fred. Oui, afin qu'on puisse parler du calcul Du temps et comment on met en place une horloge cosmique. Voilà. Il faut savoir se repérer par rapport aux étoiles, il faut un début, il faut une fin. Donc la fin des temps se calcule. Grâce au Sphinx, pardon. Grâce au Sphinx, tout à fait. À notre époque, c'est le Sphinx qui nous permet en fait de calculer le temps, le plateau de Gizeh fonctionnant comme une horloge cosmique. Alors pourquoi ? Parce qu'on a vu que la précession des équinoxes durait 25 920 ans. On a vu qu'on avait un décalage de la levée des étoiles de 1 degré tous les 72 ans. Et donc on passe d'une ère à une autre, d'une ère zodiacale à une autre. On passe dans cette année, donc qui pourrait être représentée par un cercle, on a en fait un cadran qui est marqué par 4 étoiles. Donc on a une étoile à 12 heures, une étoile à 3 heures, une étoile à 6 heures, une étoile à 9 heures. Ces 4 étoiles, c'est en fait Antares, Aldébaran, Régulus et Fomalhaut. Alors, quel est le temps zéro pour l'horloge cosmique ? Le temps zéro pour l'horloge cosmique, c'est quand le cœur du Sphinx, sur le plateau de Gizeh, est aligné sur la levée de l'étoile Régulus. Mmh. Donc là, on a le temps zéro de l'année précessionnelle. Et le temps, la fin des temps est donnée donc par les Égyptiens en face de Fomalhaut, c'est-à-dire quand le cœur du Sphinx est aligné avec la levée de l'étoile Fomalhaut. On arrive alors à la fin des temps. Donc Fomalhaut, c'est aujourd'hui c'est entre la constellation du Verseau et du Poisson, parce qu'il y a eu des modifications au niveau des constellations, des désignations de constellations. Mais le Verseau, c'était également l'Ange. Donc avant le Verseau, on appelait cette constellation la constellation de l'Ange. Et quand on voit le Sphinx c'est la représentation de l'axe entre l'étoile Régulus qui est dans le Lion et l'étoile Fomalhaut qui est dans le Verseau ou qui est dans l'Ange. Et donc on représente un lion avec une tête d'ange qui nous donne le Sphinx. Alors le Sphinx marque en fait le début du temps et la fin des temps. Le début du temps, c'est quand il est en face de Régulus, et la fin du temps, c'est quand Fomalhaut se lève en alignement avec le cœur du Sphinx. Donc on a un cadran constellaire, 4 étoiles, on a une aiguille dans cette horloge cosmique qui est le prolongement du Sphinx à partir de son cœur. Et là on voit, donc on a un point fixe qui nous permet de voir le décalage tous les 72 ans de 1 degré de la levée de l'ensemble des étoiles. Mais ils étaient extrêmement intelligents quand même, ces Égyptiens, pour aller concevoir une horloge cosmique avec des étoiles comme ça. C'était hyper puissant de faire un truc pareil. Mais c'est un constat. Ouais. C'est un constat, c'est-à-dire que les 4 étoiles les plus brillantes au niveau zodiacal, c'est Antares, Aldébaran, Régulus et Fomalhaut. Ouais, mais il fallait quand même mettre en place le processus du Sphinx, quand même, tu vois. Ah, mettre en place le plateau de Gizeh. Ouais. Ah, bien, pour mettre en place le plateau de Gizeh, oui, il faut avoir des connaissances ouais. qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire, en fait. Bien sûr, parce que les 4 étoiles qui brillent, ok, mais oui. Mettre en place le plateau avec tout ce que ça comporte, et cette horloge cosmique, c'est quand même puissant, je trouve. Bien sûr. On sait pas le faire aujourd'hui, ça. Ah non, il y a plein de choses qu'on devrait demander à nos francs-maçons de nous faire, puisqu'ils se réclament de cette tradition, mais ils en sont incapables. Ouais, non, ils n'ont pas la connaissance. C'est-à-dire qu'ils viennent peut-être pas de la même époque non plus. Enfin, tu vois, je veux dire, ils ont repris des choses. Non, ce sont des gens qui sont coupés de la tradition et ils n'en ont que, si tu veux, un décalco. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Qui sont, ils n'ont pas la connaissance du savoir ancestral. Alors ils l'ont certainement d'ailleurs jamais eu. Ouais, ça va leur plaire ça. Alors cette horloge cosmique. Cette horloge cosmique, alors, la fonctionnalité, franchement, quel est son rôle ?
Alors déjà, on a une horloge cosmique qui nous permet de savoir quand on est au début du temps et quand on arrive à la fin du temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps, au début du temps, par intermédiaire ou par cycle, on va dire, de respiration terrestre. Tout ça, effectivement, est très intéressant. Alors, la dernière fois où le Sphinx s'est retrouvé en alignement sur le point 0 qui représente en fait l'étoile de Régulus, c'est l'époque précisément de la chute de l'Atlantide, c'est-à-dire la destruction d'un continent entier. Donc c'est un cataclysme qui remonterait donc à 9792 avant notre ère. Et on a cette date parce que précisément dans le temple de Dendera, il y a une grande plaque stellaire où on voit la configuration des étoiles. Et on sait aujourd'hui remonter dans le temps pour revenir à cette configuration stellaire, et elle nous donne une date très exacte, je crois que c'est le 23 juillet, si je me rappelle bien, donc 9792. On est capable de calculer au jour près une date quand des anciens nous ont laissé la position constellaire pour marquer la date de l'événement. Voilà. Donc on a un grand cataclysme en 9792, c'est-à-dire au début des temps, qui détruit l'intégralité de l'Atlantide et qui oblige les survivants de l'Atlantide à migrer progressivement en Afrique de l'Ouest, et ils finiront par s'installer en Égypte. Et en Égypte, ils vont reproduire les outils d'horloge cosmique, les labyrinthes relatifs aux influx célestes, et remettre en place les mathématiques célestes on va dire dans une classe sacerdotale de Ptah. Tout ça va être fait en Égypte. Donc l'Égypte, c'est une copie quasi conforme de ce qui se faisait en Atlantide avant 9792, avant notre ère. Ça va ? Oui, ça va. La question que je me posais, c'est est-ce que les Égyptiens d'aujourd'hui, en tout cas, quand je dis d'aujourd'hui, pas forcément du temps présent, mais en tout cas de notre civilisation là, ils savent se servir de tout ça, ils savent interpréter quand même le truc qu'ils ont quand même. Non, rien. Rien. Ils ont un truc puissant quand même. Oui, c'est puissant, mais justement, c'est quelque chose qui est fait pour l'humanité, qui a été mis en place pour que l'humanité comprenne quelque chose à une échelle céleste et à une échelle globale. Et comme la science coupe tout en rondelles, bien on peut pas intégrer de l'astronomie, de l'astrologie, des influx célestes, les catégoriser, de la psychotronique, des constructions cyclopéennes dont on sait absolument pas comment ça fonctionne. Il y a tellement de paramètres et tellement de sciences de très haut niveau qui sont toutes intégrées dans un seul bâtiment que même avec 50 docteurs dans 50 disciplines, c'est une cacophonie. On est incapable d'aujourd'hui de révéler tout ça. C'est dommage parce que j'étais en train de penser que il suffirait de remettre tout ça en pratique au grand jour et puis d'apprendre ça dans les écoles, les universités, et ça ferait certainement un très très grand changement à l'humanité. Là, on a les éléments, les outils, les connaissances qui nous permettent effectivement de redresser une civilisation et de la mettre sur la voie, quoi. Et c'est pas fait. C'est pas fait parce que pour l'instant personne n'y a rien compris. À part quelques personnes, si nous on commence à donner une explication de toute cette science ancestrale. On aura toujours un fichu spécialiste, docteur dans une discipline hiéroglyphique ou autre, spécialiste de Champollion, qui dira non, c'est pas ça. Sans absolument rien comprendre aux mathématiques célestes ou à l'utilité du cercle d'or de Dendera ou à l'idée qu'une pyramide puisse être une métamachine qui fasse de l'énergie piézoélectrique. Déjà, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'énergie piézoélectrique et qui ne sait pas comment ça peut fonctionner. Donc non, ce sera quelqu'un qui, dans sa discipline, avec par le petit bout de la lorgnette, ne verra qu'un tout petit aspect des choses. C'est un peu comme des aveugles qui touchent un éléphant avec une main, quoi. Il y en a un qui va tomber sur la trompe, il va dire oui, bon, l'éléphant c'est un serpent, un autre il va tomber sur un pied, il va dire l'éléphant c'est un tronc, et l'autre va se mettre sur le corps, il va dire c'est un bateau.
On a exactement ce phénomène aujourd'hui, par manque d'humilité, par manque de transdisciplinarité. On ne comprend absolument rien à ce qu'on appelle le savoir ancestral ou le savoir de l'ancienne tradition, qui intégrait toutes les sciences en une seule chose. Et on a éclaté toutes ces sciences, on les a séparées les unes des autres, et donc chacun dans sa chapelle est incapable de s'entendre avec la chapelle de celui qui est à côté de lui. Pour les religions, on a fait la même chose. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer quand même que c'est une question, hein, qu'on n'ait pas des gens que ce savoir ait été quand même transmis, ce savoir ancestral, et qu'on a quand même aujourd'hui des gens qui l'ont un peu transmis au fil du temps, et que on est vraiment des gens qui connaissent vraiment ça et qui un jour feront quelque chose avec. Des Égyptiens, par exemple, des descendants. Alors, s'il y a des gens qui connaissent parfaitement les choses dont on est en train de parler, donc qui sont en mesure de les pousser beaucoup plus loin, parce que là, c'est juste une introduction. Bien sûr. Pour essayer de comprendre déjà ce qui existe, parce que tant qu'on ne sait pas que ça existe, tant qu'on peut même pas se l'imaginer, effectivement, on va pas loin, quoi. Mais peut-être des gens ont des connaissances extrêmement poussées dans ce domaine, mais ces gens restent, s'ils existent, ils restent cachés. Ils attendent peut-être l'heure de revenir à la surface quand la civilisation craquelante mise en place actuellement finira par craquer, et qu'il faudra remettre en place une civilisation digne de ce nom. Ouais, en fait, tu es en train de dire que c'est quand même ça, c'est possible qu'il y ait quand même des gens qui aient c'est possible qu'il y ait des loges secrètes qui aient subsisté, mais je ne saurais pas. Enfin, moi, je peux dire personnellement que j'ai toujours cherché dans ce sens, et t'as pas trouvé. À voir si des cercles existait avec ce type de connaissances. Alors j'ai pas cherché en franc-maçonnerie puisqu'il y a rien. Non, mais ça c'est clair, ouais. Mais dans des cercles druidiques et autres, non. Les cercles officiels du savoir ou d'écoles de mystère n'ont aucune connaissance, ils n'ont rien, ils ne comprennent pas. D'accord. Alors revenons sur notre sphinx, notre horloge cosmique. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que ce sphinx il s'aligne sur les étoiles, et donc la prochaine fin des temps, elle est prévue pour quand? Alors j'y viens. La fin des temps. Donc là j'avais parlé du début. Ouais. Donc c'est une sorte de respiration cosmique, c'est-à-dire que la Terre a son propre système de respiration. Elle a son propre cycle. Tout le monde a un cycle. On a des cycles psychiques, des cycles physiologiques, des cycles lunaires. 25 920 respirations pour un humain. Pendant 72 ans, j'ai retenu. On ne vit que de cycles. Ouais. Donc je disais que l'an 0 de la première respiration terrestre, on peut dire que c'est en 9792 que ça s'est manifesté par la destruction de l'Atlantide. Et à ce moment-là, dans les textes hiéroglyphiques anciens, on dit que quand on était en Atlantide, le soleil se levait à l'ouest et ensuite il se couchait à l'est. Et après le grand cataclysme, le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Donc comme il se lève aujourd'hui. Donc ça c'est écrit dans la pierre, c'est inscrit, puisque c'est pareil, les écrits égyptiens avaient pour vocation d'être éternels et de pouvoir être transmis jusqu'à nos jours. Donc c'est pour ça que ça a été fait dans la pierre la plus dure qui soit, et ciselé de la manière la plus fine qui soit. Maintenant, comment ils ont ciselé ça et tout, c'est encore un autre problème. En tout cas, ils ont été capables de nous faire des livres éternels, au même titre qu'ils nous ont fait des bâtiments éternels pour des sciences éternelles, de façon à ce que ça puisse arriver jusqu'à nos jours. Donc voilà, l'année 0 se traduit par, si les choses sont clairement écrites sur les pierres, elle se traduit par un arrêt de la rotation terrestre sur elle-même, et la Terre, à un moment donné, s'arrête et tourne dans l'autre sens. Ce qui fait qu'on a un lever de soleil qui est inversé. On a le soleil qui se lève à l'ouest et se couche à l'est avant 9792 avant notre ère. Et après cette date, on va avoir le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest jusqu'à notre ère. Jusqu'à notre ère, qui va nous pousser progressivement
vers la fin des temps. La fin des temps dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse et dont parlent absolument toutes les religions, si bien les religions celto-nordiques, hindouistes, Inca, Maya, etc. On a dans toutes les religions la fin des temps. Alors, c'est quoi? On a une date? Alors la date, j'ai fait un calcul, mais j'ai quelques soucis. J'aurais aimé avoir un astrophysicien avec moi. Bon, moi j'en connais un, je pourrais lui demander de... je cherche en fait la date exacte de l'alignement du cœur du Sphinx sur l'étoile Fomalhaut. Ah oui, c'est intéressant. Qui marquerait donc la fin précise du temps et la fin du cycle. Mmh. Et donc on serait dans la deuxième phase de respiration terrestre. Ouais. Et à ce moment-là, la Terre va s'arrêter et pour respirer, tourner dans l'autre sens. Et donc on va se retrouver dans la configuration d'avant le grand cataclysme, avec le Soleil qui se lève à l'ouest et le Soleil qui se couche à l'est. Alors si on fait un calcul pour savoir quand arrivera cette fin du temps, et donc qui marquera la fin de l'année précessionnelle de 25 920 ans, je pense que le Sphinx, dans le décalage actuel des étoiles, sera aligné sur Fomalhaut exactement entre 2020 et 2030 de notre ère. Ah, c'est quand même très très proche. Tout à fait. On n'a plus le temps de tergiverser. Il faut qu'on connaisse l'ensemble des données de l'ancienne tradition et du savoir sacré ancestral. On n'a pas trop le temps de tergiverser avec des pyramides à 666 facettes. Pour l'instant, on n'est peut-être pas sur la bonne route, j'ai l'impression. Parce qu'on perd du temps, là. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour essayer susciter des vocations et d'avoir des gens qui se penchent vraiment sur les mathématiques célestes et divines, puisque on vit avec ces rythmes. Donc voilà. C'est quand même dans un avenir très proche. Ah oui, je pensais que ce serait peut-être plus lointain, moi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu l'as expliqué, mais au niveau de l'humanité, est-ce que le fait que la Terre tourne dans l'autre sens, je vais y aller direct, est-ce que les gens seront moins cons? Non, ça se passe pas exactement comme ça. Ouais. Il faut voir les choses. On a dans la religion égyptienne quelque chose de récurrent qui consiste à peser les âmes. On a la pesée des âmes par Osiris à la fin des temps. Ouais. Donc ça, c'est une constante dans la religion égyptienne. Et donc, comme je le dis, la fin des temps sera marquée par la levée de l'étoile Fomalhaut en phase avec le cœur du Sphinx. On arrivera donc à la fin des temps, qui est représentée chez les Égyptiens comme un vieillard portant deux coupes. Et de la pesée des âmes va dépendre ce qui arrivera à l'humanité. Soit à la pesée des âmes, l'humanité est considérée comme impie dans sa totalité. Dans ce cas-là, le vieillard lâche une coupe d'eau du déluge. Et donc on noie toute l'humanité, et ensuite on recommence à zéro. Soit à la pesée des âmes, l'humanité, on va dire, est un peu plus légère et n'est pas totalement impie par rapport au cycle cosmique. Dans ce cas, c'est l'autre coupe qui va être utilisée, et ça c'est la coupe du renouveau. C'est la coupe de l'âge d'or. Donc c'est une coupe qui va laver l'humanité de ses impuretés, qui va séparer le bon grain de l'ivraie pour réinstaurer un âge d'or. Et donc on voit bien que l'idée de la fin des temps, c'est quelque chose de très particulier. C'est vraiment le jugement dernier de l'humanité qui va engendrer soit l'apocalypse totale, la destruction totale, soit qui va engendrer un âge d'or, mais il va y avoir une partie de l'humanité qui va du moins être séparée de l'autre. On va séparer les bons des méchants, comme on dit dans la chrétienté. On va séparer les justes des méchants. Ça peut être un phénomène céleste, physique, qui peut être vibratoire, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la planète a sa propre évolution d'ordre spirituel, qu'elle passe lors d'une respiration au-delà de 12 000 ans à un niveau vibratoire différent, et elle ne va entraîner avec elle que les êtres qui seront capables de se remettre en phase avec son cycle
et les cycles célestes, et qui pourront réinstaurer une civilisation qui respectera les mathématiques divines. Du moins, on peut l'interpréter comme ça. Et ceux qui ne sont pas aptes à faire ça, ce sont les âmes trop lourdes. Et donc les âmes trop lourdes, eh bien, tombent dans leurs égrégores qui sont très bas sur le plan vibratoire et finissent par y rester, c'est-à-dire y mourir, pendant que la planète, avec la nouvelle humanité, continue sa course pour un nouveau cycle de 12 000 ans 12 000 et plus, et donc 25 920 ans en tout. Ouais. Voilà. Alors la question que je me posais, parce que tu disais tout à l'heure que c'était dans un avenir proche, entre 2020 et 2030, donc ça veut dire que nous, normalement, on devrait vivre ça. Est-ce qu'on va s'en rendre compte quand la Terre, si la Terre s'arrête, il y a plus l'attraction terrestre? Ça dure combien de temps cet arrêt pour qu'elle reparte dans l'autre sens du reste? Alors on parle de 12 heures, de 24 heures, de 3 jours. C'est difficile. C'est un temps de quelques journées. Et est-ce que nous, on va s'en rendre compte s'il n'y a plus d'attraction terrestre, si elle tourne plus? Alors il y a des textes qui parlent d'une conscience intégrée. C'est-à-dire que c'est très étrange. C'est-à-dire que quand la Terre s'arrête, en réalité, notre conscience, on arrête la conscience temporelle. C'est-à-dire qu'on est comme dans une sorte d'éternel présent, le temps que la planète reprenne sa course. Mais on s'en rend compte? Parce que 3 jours. Eh bien, oui, bon. On s'en rend compte. on s'en rend compte. Il y a une on est vraiment intégré à l'aura comme si on était intégré à la volonté de la planète de nous emmener avec elle, ou alors de nous laisser. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'après ces 3 jours, ceux qui ne sont pas aptes ou qui ne sont pas élus par l'astre céleste pour poursuivre la course dans la mise en place d'un âge d'or, a priori décèdent ou ne sont plus là, mais il y a vraiment une séparation qui se fait, qui est d'ordre vibratoire et qui est d'ordre qui se fait lors d'un passage de conscience totalement intégré à la Terre, dans une sorte d'éternel présent qui dure 12 heures, 24 heures, 36 heures ou plus. Et ensuite, il y a une reprise de la conscience individuelle et une remise en marche d'une civilisation. Ça veut dire que on devrait avoir d'un coup un nombre considérable de décès, en fait. Bien sûr. Parce que à mon avis, il y en a beaucoup qui vont rater l'examen. Hein. Ah oui, là, faut pas le rater l'examen. Parce que quand tu vois l'individualisme, enfin tout le mode de fonctionnement de notre société actuelle qui se dégrade, qui part vraiment vers des choses qui sont pas très très humaines, hein, des fois. Hein. Donc tout cela, ils sont cuits. Hein. C'est pour ça que je te posais cette question, parce qu'elle me semblait très intéressante de voir un peu. Donc ça va être un renouveau de l'humanité. Ça c'est vachement important, ça. Alors le renouveau de l'humanité n'a lieu que si la pesée des âmes permet de révéler qu'une part de l'humanité n'est pas complètement impie et n'a pas complètement rompu avec les horloges célestes. Ouais, mais là on peut dire qu'on peut quand même imaginer qu'il y a quand même pas mal je pense quand même d'êtres humains, d'âmes, parce qu'il y a même des gens qui sont plus là, mais les âmes sont toujours existantes, qui sont positives, heureusement. Donc ça devrait peser peut-être dans le bon plateau de la balance, si j'ose dire. Bon, on espère. Oui, tout à fait. Enfin bon, sinon à l'inverse, un mage noir ou quelqu'un qui fait du sacrifice humain à notre époque, il va pas passer son examen. C'est clair. Oui, ça me paraît. Mais... Il n'aura pas son bac. Ouais. Non, il n'aura pas son bac. Il pourra pas. Non, il pourra pas. Ouais. Donc il est cuit pour l'université. Il n'a pas le niveau vibratoire requis pour passer à un renouveau terrestre. Mais on pense quand même que, je sais pas qu'est-ce qu'on pense comme sur l'ensemble de l'humanité. Heureusement, il y a quand même un gros pourcentage d'êtres humains qui sont quand même qui sont bien, qui sont positifs quand même. Oui. Je pense que c'est un phénomène quasiment de physique quantique. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme, quand on a fait au mieux pour se maintenir
dans le bien, dans le bon, dans le beau. On a, comment dire, l'ensemble des champs de son corps, l'ensemble de son âme. On a une certaine légèreté, une certaine liberté. On n'est pas dans le calcul continuel, les volontés de domination, la séduction enfin certaines perfidies. Donc on a ce qu'on appelle une certaine légèreté. Voilà. Et donc cette légèreté-là, c'est un phénomène aussi qui est physique, qui est quantique, et qui peut être happé au moment du cycle terrestre. C'est-à-dire que cette légèreté va être happée avec la Terre, parce que cette légèreté est en phase vibratoirement avec une levée en vibration de la planète au moment de son cycle, au moment de la fin des temps. Alors que la personne qui aura constamment été calculatrice, perfide, violente, destructrice ou meurtrière, n'ira nulle part, enfin ne pourra pas, ce sera un sens interdit, quoi. C'est pour ça que les chrétiens disent qu'à la fin des temps, on sépare le bon grain de l'ivraie. Le bon grain, c'est cette humanité ces êtres humains, parce que la pesée d'une âme se calcule pas en fonction de la race, de la religion, du sang ou du rang. Mmh. Il faut qu'on s'entende. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les religions terrestres telles qu'elles existent aujourd'hui. L'élu, c'est celui qui vibratoirement peut être associé à la planète Terre quand elle passe une respiration terrestre et qu'elle réinitialise une civilisation en phase avec les cycles cosmiques. Voilà. Le reste, c'est du rebut et c'est laissé pour compte et c'est détruit, quoi. C'est très intéressant. C'est une vision des choses. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, non, mais moi, ce qui me fascine quand même, c'est que c'est dans un avenir quand même plutôt proche. Et moi, j'aurais eu tendance à penser que ce serait beaucoup plus lointain. Quand on voit quand même le nombre d'années qu'il y a, je me rappelle pas, les 9500 ou les 12 000, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on a on a déjà donc une date. On sait que ce phénomène et cette respiration se fait donc toujours à la moitié de la précession des équinoxes, donc tous les 12 960 ans. Donc on a une respiration planétaire sur une année complète, et donc une demi-respiration. Et la demi-respiration, c'est ça, c'est l'arrêt de la planète et la rotation dans l'autre sens. Du moins, c'est ce qui est écrit, je le dis bien, et c'est ce qui est gravé dans la pierre par les prêtres de Ptah, qui étaient des descendants des Atlantes. Donc, quand c'est gravé dans la pierre, on peut le lire, le comprendre, et puis l'accepter ou pas. Mais en tout cas, ce sont des données réelles qui ont été écrites par des gens qui avaient une connaissance absolument gigantesque de l'astronomie. Par exemple, les prêtres de Ptah calculaient déjà les cycles de Sirius avec les conjonctions avec le Soleil. Donc ça se passait tous les 1461 ans. Bon, faut savoir que Sirius, c'est une étoile qu'on a découverte dans notre civilisation dite moderne seulement, je crois, en 1844. Oui, c'est très récent, quoi. C'est très récent. Alors que 8000 ans avant, c'était connu, voilà. Et vraisemblablement 12 000 ans avant, c'est encore mieux connu. Ces pierres, alors, parce que tu dis tout ça c'est écrit sur des pierres, c'est écrit sur quoi? Elles sont où ces pierres? C'est écrit dans le temple de Dendera, dans certains temples d'Isis, dans certains temples égyptiens qui sont dédiés soit à l'astrologie, soit à Nout. On a toute une gamme en fait d'informations qui intègrent toutes les sciences à la fois. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre, mais tout ça existe. On a suffisamment on a eu déjà suffisamment d'éléments en hiéroglyphes pour décrypter ces éléments et qu'on puisse par exemple faire une émission de radio dessus ce soir. Ah ouais. En dépliant tous les arguments et toutes les approches concernant la fin des temps, le calcul de la fin des temps, et qu'est-ce qui arrive aux humains pendant la fin des temps. Oui, c'est quand même très intéressant. Après, il reste à savoir combien il y a de personnes qui ont vraiment conscience de cela. En ce qui concerne les éléments dont je parle là, ouais.
Ben, j'ai bien peur que ce soit un très 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 petit nombre. Je pense que quelques personnes disséminées à droite et à gauche à l'échelle planétaire, mais très peu. C'est quelques-uns, pas plus. C'est dommage. Et c'est ça qui est dramatique. C'est pour ça que l'idée de faire une émission Bah oui. me permet de donner une approche de cet enseignement, puisque ce sont des enseignements extrêmement élaborés et profonds. Les initiations des prêtres à l'époque, c'était des initiations à vie. Je crois que le début de la première initiation d'un druide, c'était 30 ans minimum. Donc 30 ans d'initiation avec des maîtres de ce calibre, on en apprend des choses. On avance sur le plan humain. Ah oui. Mais c'était des vrais druides. C'était des vrais druides, oui. Ouais. Ce ne sont pas des druides de pacotille ou d'apparat comme on en a aujourd'hui, oui, bien sûr. Voilà, bah t'as décrypté ma pensée. On va dire que je suis mauvaise langue, mais c'est clair. Ouais, bah, ouais. Non, mais aujourd'hui, il y a des druides, il y en a des vrais, heureusement, mais il y a pas mal de... Éventuellement, si tu as des questions ou si tu veux des précisions. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le Sphinx et vraiment cette fonction d'horloge, parce que je trouve que c'est quand même. Moi, j'ai vu le documentaire de Jacques, comment, Rigaud, je crois. Jacques Grimaud. Grimaud, voilà. Et c'est vrai que la révélation des pyramides, dans laquelle justement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il expose. Bon, il expose pas toutes les choses que je suis en train d'évoquer là, mais il expose les choses concernant la pyramide de Khéops et puis le Sphinx. Ça, c'est très intéressant. Et puis aussi ce lien qu'il y a avec d'autres monuments, tu sais, à un moment donné, il y a un certain alignement avec des monuments, tu sais, des trucs des pierres géantes, je ne sais plus où. Oui, sur l'équateur, voilà, l'équateur penché. Voilà, tout ça, ouais. Oui. Donc il y a un lien. Tout ça, c'est lié au Sphinx, en fait. Alors. Moi, je ne sais pas concernant l'équateur qui est penché dans. Qu'on peut vérifier dans les travaux de Grimaud. Moi, je considère que les pyramides ou les métamachines des pyramides touchaient un certain nombre d'autres pyramides. Par exemple, je crois qu'il y a 2000 pyramides en Chine. Ces pyramides étaient des relais à certaines ondes émises par une centrale, et cette centrale, pour moi, ça devait être Khéops. Mmh. Voilà. Non, puis les pyramides, il y en a dans pas mal de pays en fait, qui ont été découvertes. Bien sûr, donc en Amérique latine et tout. Ouais. Alors effectivement, ce que fait Grimaud est intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a une sorte de corrélation et qu'on n'est pas face à à des civilisations qui sont séparées les unes des autres entre l'île de Pâques et puis Gizeh. D'ailleurs, l'île de Pâques, on voit bien que on a un problème là-bas. Il y a eu un cataclysme qui a détruit toute population, et il nous reste que les Moaïs. D'ailleurs, on retrouve des Moaïs sous l'eau. Donc, on voit bien qu'il y a eu une civilisation, une race d'hommes qui était là, qui était en mesure de faire les Moaïs. Ensuite, il y a eu un cataclysme, et après, il y a eu seulement des populations indigènes, ou des populations du Pacifique qui sont arrivées, on ne sait comment, en bateau sur l'île de Pâques, et ont recolonisé en partie l'île de Pâques, mais sans avoir aucune connaissance de la pierre, de la taille de pierre, aucune connaissance de la manière de faire des Moaïs, et qui sont arrivés, arrivés sur un chantier de Moaïs vide, sans personne. Et oui, il faut préciser ce que c'est que les Moaïs, ce sont des statues géantes, c'est ça, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que on se demande d'ailleurs comment ça a pu être fait, parce que pour les déplacer, c'est parce qu'elles n'ont pas été faites sur place, d'après ce que j'ai compris. Non, elles étaient taillées dans une roche volcanique très très dure à travailler. Ouais. Et ensuite elles étaient emmenées sur les bords de l'île, les bords de l'île à l'heure actuelle, peut-être qu'à l'époque. L'île de Pâques était un gigantesque continent à travers le Pacifique, et donc on se retrouve avec des pyramides, on se retrouve avec des Moaïs, on se retrouve avec au Liban des stèles qui font des centaines de tonnes.
On a tout ça, mais pas de population, quoi. Plus de savoir, très peu d'écrits. Il y a quelques écrits taillés dans la roche, en Océanie, mais voilà, comme si un cataclysme était passé, avait détruit tous les hommes qui étaient en capacité de faire ça, et on est reparti sur une autre humanité, et on découvre donc des monuments qui ont été faits par des civilisations antédiluviennes et qui semblent, par leur performance et les qualités de leurs monuments, dépasser dans bien des domaines toutes nos connaissances. Oui, parce que là, il y avait quand même une technologie très avancée, ne serait-ce que pour les statues, les pyramides. Je veux dire, la preuve, on n'est pas foutu. Tu te disais tout à l'heure, on serait pas foutu de refaire une pyramide aujourd'hui. Et c'est vrai que elles sont toujours là, ces pyramides. On en a découvert partout, et ça veut dire que ça tient à travers le temps, quoi. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en compagnie de Frédéric Morin, nous parlons d'apocalypse, de fin des temps, du sphinx, de pas mal de choses. Et ce qui m'amène à poser une question, c'est vrai, on n'a pas abordé ça, mais l'apocalypse, ça peut nous amener à ces notions. D'ailleurs, est-ce que ça existe? L'enfer, le paradis, le purgatoire, ces trucs qui sont, dont on a en tout cas entendu parler. Ton avis là-dessus, Fred? En effet, parce qu'on parle, dans les paraboles chrétiennes, on parle bien donc de l'enfer et du paradis. Donc les méchants seront jetés dans les enfers, et les justes iront dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le paradis. Alors, à la lumière de ce qu'on a dit, il faut expliquer ça. Il faut expliquer ce que c'est que les enfers, et ce que peut être en fait le paradis. Le problème, c'est que dans les religions, on croit que le terme se suffit à lui-même pour séparer le bien du mal. Alors, les enfers, c'est comme une construction de très basse énergie qui est faite progressivement par des hommes ou des femmes qui pratiquent des sacrilèges à l'échelle planétaire. Et donc, plus on crée de rituels inversés qui vont à l'inverse de l'éveil et qui visent la domination et des fois la destruction, plus on crée des égrégores ou des dimensions profondes, basses, sur lesquelles ensuite on s'appuie pour pratiquer la magie noire ou la sorcellerie. Donc l'enfer, c'est vraiment quelque chose qui est littéralement construit par des entités biologiques qui s'amusent à jouer contre les lois célestes. Ils créent eux-mêmes l'enfer, ils génèrent eux-mêmes des vibrations extrêmement basses, et par des jeux d'égrégores puissants et des rituels récurrents, nocifs, en déphasage total avec les mathématiques divines, ils se créent leur royaume. Et donc, il est mentionné qu'à la fin des temps, donc dans les paraboles chrétiennes, les méchants vont rejoindre les enfers. Pourquoi? Parce que les enfers, c'est leur domaine, c'est leur royaume, c'est eux qui l'ont construit. Donc ils vont naturellement rejoindre, on va dire, des zones vibratoires basses qu'ils ont eux-mêmes construits au fil des millénaires, avec des rituels sordides, des rituels qui vont à l'encontre des lois divines. Et ils vont se sentir bien là-dedans? Non, mais les gens qui font des rituels inversés sont dans la peur, dans l'angoisse, dans la décompensation permanente, dans le cynisme permanent, dans la jouissance du mal. Donc ils vivent un certain niveau de jouissance quand le mal est fait à autrui. Donc c'est ça qu'ils considèrent comme étant leur bonheur, hein, c'est la jouissance du mal. Et puis le reste du quotidien, c'est une peur au ventre, des frustrations, un état de vie terrible, extrêmement bas, et de très basse vibration. D'accord. Et le paradis? Alors le paradis, on parle chez les chrétiens du royaume des cieux. Royaume des cieux. Alors c'est bien, déjà dans le royaume des cieux, il y a ciel, il y a le céleste. Donc c'est le royaume qui est en lien avec le céleste. Donc du point de vue égyptien, c'est le royaume qui applique les mathématiques célestes, les mathématiques divines, et qui se met en phase avec les cycles cosmiques de façon à ce que l'humanité s'éveille.
Donc le royaume des cieux, c'est pas forcément un lieu qui n'est pas terrestre. Ça peut être tout à fait un lieu terrestre, une planétaire, mais avec une civilisation qui en est à l'âge d'or, c'est-à-dire qui est en parfaite harmonie avec l'ensemble des cycles cosmiques et des horloges célestes, etc. Le paradis, par contre, on parle de paradis, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler les paradis célestes. Oui. Alors les paradis célestes, c'est ouvert aux êtres qui ont atteint l'éveil dans une civilisation planétaire et qui, ayant atteint l'éveil, vont exister, mais sur un taux vibratoire légèrement supérieur au taux vibratoire de la dimension terrestre. Et donc là, on va parler d'êtres qui sont dans les paradis célestes. Par exemple, des anges. Donc les anges seraient dans les paradis célestes. Parle-nous des anges. Alors les anges, ça vient de... En fait, si on prend la langue des oiseaux, ça vient de ange, de ankh. Anche, pourquoi? Parce que ce sont des hanches, des femmes que naissent tous les êtres humains. Ankh, c'est la croix de vie en Égypte. On voit bien, ou alors géant, c'est une sorte d'anagramme de ange. Ouais. Donc on voit bien que l'ange, à l'origine, c'est un être céleste féminin. Oui, c'est ce que tu disais lors d'une autre émission, ouais. Tout à fait. Donc c'est un être céleste féminin. Pourquoi? Eh bien parce que dès les origines, c'est toujours le matriarcat qui a été instauré pour des raisons d'éveil spirituel. Bon, je pense qu'il y a pu y avoir des abus du matriarcat. Je ne dis pas que ça a toujours été la panacée, mais je pense que ça a été une des clés pour ensemencer la planète Terre et pour mettre en place un schéma de société qui puisse porter l'éveil. De ce point de vue, on peut considérer que les êtres éveillés ou illuminés en plus grand nombre sur la planète Terre depuis 30 ou 40 000 ans, ce sont des femmes. Et donc les représentations des anges chez les Étrusques, par exemple, ce sont toujours des anges ailés avec des attributs féminins, c'est-à-dire elles sont nues, ce sont des femmes ailées, des femmes qui ayant atteint l'illumination, sont précisément dans les paradis célestes. Alors en Asie, on appelle ces femmes des daikini, on les appelle des anges en Europe, mais on a progressivement un petit peu occulté ce qu'était véritablement un ange. On a retiré les attributs féminins des anges, donc ça ce sont des décisions d'hommes, pour en faire des anges asexués, et puis progressivement pour en faire des anges masculins. Et alors, est-ce que ces anges, ils communiquent avec nous? Alors les anges célestes authentiques communiquent avec nous, ça c'est clair. Alors je vais donner un exemple. Oui, vas-y, ouais. Il y a un être, on va dire un être céleste qui s'appelle Mikil, la déesse Mikil. Donc ça peut être l'ange Mikil. L'ange Mikil, les Vikings appelaient la baie du mont Saint-Michel la baie de Mikil, et le mont Saint-Michel était considéré comme le saint de Mikil. Ouais. Et donc on avait à l'époque, donc on parle de l'an 1000, et bien avant, donc des milliers d'années avant, on avait une pratique matriarcale spécifique au Mont Saint-Michel, relative à Mikil. Quand la chrétienté est arrivée, ne voulant pas des anges donc qui sont authentiquement célestes, une pratique, je pense à Mikil, était bien mieux entendue qu'ensuite une pratique à Saint-Michael ou à l'ange Saint-Michel. On se retrouve ensuite à transformer ce nom, qui est féminin, en un nom masculin. Donc on va mettre le mont Saint-Michel. Et le mont Saint-Michel, c'est une sorte, malheureusement, d'égrégore qui vient couper le lien céleste authentique qu'il y avait à l'origine avec la déesse Mikil. Donc au lieu de pratiquer ou d'invoquer l'ange céleste des origines, si on va pratiquer Saint-Michel, on va invoquer l'égrégore d'une religion qui a voulu cacher, sous un nom masculin, une réalité céleste. Et donc il y a une grande différence entre une pratique religieuse qui s'orienterait vers un authentique lien céleste
et une pratique religieuse qui va s'orienter vers un égrégore qui a été placé pour rompre précisément avec le lien céleste des origines. Alors par volonté de domination, par volonté patriarcale, par volonté ecclésiastique, enfin c'est une volonté toute humaine qui a procédé à une forme de sacrilège. C'est un début de sacrilège que de faire ça. C'est empêcher l'éveil humain et s'approprier l'énergie du pénitent ou de la prière pour sa propre paroisse, pour sa propre énergie. Donc ça commence à être un début de sorcellerie que l'on va voir poindre dans toutes les religions patriarcales. Nous, on va mettre des égrégores cachant les liens célestes authentiques de façon à avoir l'énergie des pratiquants vers soi, de façon à forger une puissance qui soit une puissance dominatrice, de soumission par rapport aux autres, par rapport à l'environnement. Oui, donc là, on est dans une religion qui se dit déiste, qui en réalité a mis déjà les deux pieds du côté de la sorcellerie et de la magie noire. Ce que je voulais dire, c'est que on sent bien là-dedans qu'il y a vraiment une notion de pouvoir. Et voilà, on retrouve le pouvoir, mais ce qui est assez étonnant, parce que de la part quand même enfin étonnant non, mais je veux dire, c'est pas le rôle d'une religion, au contraire, c'est le rôle d'une religion, ce serait de mettre plus ou moins en lien avec le céleste. Tout à fait. Il y a de toute façon, il y a toujours deux types de religions. Hein. Il y a le type de religion qui vise donc la domination et le pouvoir sur son environnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hérésie. Hein. C'est une religion inversée. Et puis ensuite, il y a les vraies écoles de mystère qui, pour l'essentiel, étaient dirigées par des cercles de vierges, qui étaient d'authentiques lieux d'apprentissage pour l'éveil humain et à de très grandes échelles. Donc on a deux types de religions. C'est celle qui va à l'encontre de l'éveil finalement et qui coupe les liens célestes en mettant des égrégores qui maquillent certaines réalités célestes. Les croyants n'y voient rien du tout et n'y comprennent rien. Et puis on a l'authentique spiritualité d'éveil. Alors je rassure tout le monde, on n'a plus à proprement parler d'école des mystères sur Terre. Toutes ont été dévoyées et inféodées au fil des millénaires depuis 5000 ans quoi, à peu près. On a perdu ça. Donc on a des brides d'enseignement qui peuvent éveiller donc telle partie religieuse, telle autre. Mais les religions instituées sont dans très très peu de cas, voire aucun cas, des religions qui donnent un enseignement pour l'éveil. Elles ne donnent un enseignement que pour s'attirer la puissance méditative du croyant vers sa paroisse, vers sa chapelle, vers sa puissance pour dominer le reste du monde. Ah, tu dis, tu dis, je rassure tout le monde, mais moi je trouve que c'est pas rassurant quand même tout ça. Et alors le troisième point, parce qu'on a, en tout cas, on trouve ça dans la religion chrétienne, mais on a peut-être que tu pourras dire un mot là-dessus. On a parlé des enfers, le paradis, et ce truc intermittent au milieu, le purgatoire, où on pourrait plus ou moins se racheter. T'as quelque chose là-dessus? Se racheter, mais c'est-à-dire que, comme on parle de la fin des temps, on a un temps, en fait, pour éviter d'avoir une âme trop lourde. Il faut qu'on évite, en fait, d'alourdir son âme avant la pesée. Une fois que la pesée est faite, c'est fini. C'est direction enfer ou paradis, point. Est-ce qu'on peut le faire avant? Est-ce qu'on peut se repentir même de son vivant, par exemple en disant j'ai une vie glauque, j'ai fait que du mal et tout d'un coup avoir un excès de conscience. On peut effectivement se repentir et puis transformer fondamentalement sa vie à la dernière seconde avant de mourir. Cependant,
C'est trop tard. Ça ne fera qu'atténuer en fait la rétribution karmique de l'individu. Ah. Ce sera atténué, mais la rétribution karmique sera là quand même. D'accord, c'est une question assez intéressante quand même. Bon, donc on peut pas. C'est mon point de vue. C'est un point de vue bouddhiste, hein, mais ouais, bien sûr. J'adopte ce point de vue comme étant quelque chose de sensé, quoi. Oui, c'est mieux que certaines conneries qu'on peut entendre. Bon, bref. Oui, c'est très très intéressant. Alors, on va arriver vers la fin déjà de cette émission. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on en refasse une suite parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler assez pendant très longtemps finalement. Donc on va faire peut-être un petit récapitulatif comme ça sur cette horloge cosmique, cette fin des temps. À préciser que la fin des temps n'est pas équivalent de la fin du monde quand même, précisons-le. Parce que bien souvent, quand on entend fin des temps, les gens ils entendent fin de la vie, fin du monde. C'est souvent comme ça que c'est perçu et c'est pas ça du tout. Voilà. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tout ça. Et tiens, si j'avais une question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, en parlant du fameux Sphinx et de tous les bâtiments qu'il peut y avoir sur Gizeh, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un deuxième site avec un autre Sphinx mais n'ayant pas forcément les mêmes fonctions d'ailleurs? Est-ce qu'il y aurait pas un autre Sphinx qui pourrait... Est-ce qu'il y aurait pu, par exemple, avoir un autre site comme Gizeh avec un autre Sphinx Ah d'accord, bien sûr. Alors, mais qui n'aurait pas les mêmes fonctions. Ah, qui n'aurait pas les mêmes fonctions. Pas tout à fait. Voilà. Je pense qu'en Atlantide, on avait déjà l'équivalent d'un Sphinx qui permettait de voir la levée des étoiles et de faire le repérage du temps, enfin du début du temps et de la fin du temps, via la précession des équinoxes. Par ailleurs, les pierres du temps qu'on retrouve dans les milieux celtes, ce sont ni plus ni moins aussi que des pierres qui étaient agencées certainement avec une certaine finesse pour étudier la levée des étoiles d'une part, et d'autre part étudier d'autres cycles constellaires qui faisaient partie intégrante des études concernant les mathématiques célestes. Donc le plateau de Gizeh tel qu'il est une configuration absolument exceptionnelle, mais des configurations qui peuvent nous apparaître un peu moins exceptionnelles. On en a en Roumanie, on en a à Stone Age, on en a eu de toute façon en Gaule. Et puis l'origine de ce calcul du temps céleste, je pense de toute façon que c'était l'Atlantide. C'est-à-dire qu'en Atlantide, on avait toutes les sciences qui permettaient de faire, on va dire, des édifices permettant le calcul et l'observation des étoiles pour faire les calculs du temps et du temps céleste. Alors maintenant, est-ce qu'il y a, tu me disais, est-ce qu'il y a d'autres fonctions possibles ou d'autres lieux ayant d'autres fonctions? Oui, d'autres fonctions possibles, oui. C'est une question, hein. Je sais pas trop dans quoi je m'engage en la posant, mais oui, parce que là, si tu veux, avec ce Sphinx là, on a quand même une fonction qui est, c'est une horloge cosmique. Mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui auraient pu être utilisées dans des savoirs, puisqu'apparemment ces Égyptiens, ces Atlantes, ils avaient des savoirs, quoi. C'est difficile, déjà on a poussé le bouchon assez loin. Ouais. Alors par contre, effectivement, le Sphinx, a priori, garde la connaissance relative à la précession des équinoxes et relative aux mathématiques divines. Donc c'est à la fois quelque chose qui indique et en même temps un gardien d'un temple souterrain, dans lequel on a toutes les informations dont on vient de parler, mais développées et prévues pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'est une autre fonction du Sphinx qui semble assez logique. D'ailleurs, ça avait été évoqué par Edgar Cayce. Par contre, concernant les pyramides, je pense que les pyramides pouvaient vraiment avoir des fonctions qui permettaient, par exemple, de changer la météo.
Je pense qu'elles ont plus... certains disent que c'était des temples pour protéger des cercles sacerdotaux lors des déluges. Bon, je n'y crois pas trop, enfin, je n'y crois pas trop. Certains y voient aussi des métamachines pour gérer l'eau ou pomper l'eau ou des choses comme ça. Bon, j'y crois pas non plus. Je pense que les pyramides sont surtout là pour émettre quelque chose, alors que ce soit au niveau terrestre ou au niveau cosmique. Je pense que Khéops était aussi certainement une balise cosmique, c'est-à-dire que sa présence avec sa puissance piézoélectrique devait pouvoir être repérée par des exocivilisations, par exemple. Ah voilà, là on arrive sur encore un autre sujet qui pourrait être très intéressant. Voilà. Ouais. Donc, et alors, que se passerait-il? Ce sera ma dernière question pour cette émission. Je ne sais pas si t'as déjà envisagé ça, mais que se passerait-il si malgré que ce soit indestructible, ce plateau, ce sphinx et tout ça, si quelqu'un décidait de le détruire, de le passer à la bombe atomique ou je ne sais quoi, de le raser, si on n'avait plus de sphinx, est-ce que ça changerait quelque chose pour notre humanité, par exemple? Alors déjà, on est dans les balbutiements de la compréhension de ces éléments. Donc le sphinx en soi-même, poserait pas de problème. On pourrait mettre une horloge cosmique ailleurs, de manière différemment. Par contre, effectivement, détruire la pyramide de Khéops et la raser, ce serait dramatique pour l'humanité parce qu'on n'a pas encore compris tout ce qu'il y a comme savoir et tout ce qu'il y a à apprendre dans cette pyramide. Donc là, ce serait vraiment dramatique. Alors on a des pyramides ou des temples qui ont été attaqués, par exemple, par l'armée américaine. Je crois que c'est le temple d'Ur qui s'est pris 400 tomahawks de 450 kilos de TNT chacun, ou 200 tomahawks, je ne sais plus. C'était vraiment une volonté de détruire des éléments appartenant à l'ancienne tradition, l'ancienne science, qui dépasse de loin en fait toutes les maladies, j'allais dire, toutes les religions judéo-chrétiennes. Voilà, les religions judéo-chrétiennes sont que de très pâles copies, avec des niveaux de compréhension largement inférieurs de l'ancienne tradition. Ouais, donc c'est quand même déjà arrivé qu'on s'en soit attaqué à ces symboles-là. Donc ça pourrait se refaire un jour. Quelqu'un un fou, tu disais les Américains l'ont fait en disant on va détruire ça, comme ça il y aura plus de compréhension possible. Oui, enfin bon, ce sera une folie, de mettre une bombe atomique sur Khéops. Non, mais on voit pas l'intérêt. Ça détruirait plus les gens autour que sans doute la pyramide. Non, pas forcément une bombe atomique, mais toi, l'esprit de ma question, c'est de dire finalement le jour où vraiment ça va commencer à se développer, puis vraiment où des scientifiques, tout ça, vont commencer à essayer de mettre tout ça au grand jour. Ça risque peut-être de gêner et puis de dire on va foutre 200 tomahawks dessus, on va virer tout ça avant que les gens comprennent quoi que ce soit. Oui, alors le problème est déjà à peu près réglé puisque la pyramide de Khéops est entourée avec des gens en armes. La plupart des sites égyptiens sont interdits, quasiment interdits au public. Donc on a déjà de certaines instances ou autorités qui bloque la possibilité de faire une étude directe sur les monuments, vraiment les monuments tels que Khéops et d'autres lieux extraordinaires en Égypte. En particulier en Égypte, on peut pas sonder. On sait qu'il y a énormément de choses sous le plateau de Gizeh, mais c'est classé secret défense. On a certainement découvert des choses sous le Sphinx. Mais ça a dû être pris en charge par des membres de l'armée américaine. Quand on fait des grandes découvertes, il y a toujours une armée, qu'elle soit russe, américaine ou française, qui tombe dessus. Je sais par exemple qu'en Roumanie, il y avait des corps qui faisaient jusqu'à 3 mètres
sont d'anciens Thraces, donc qui s'étaient battus contre l'Empire romain à l'époque. 200 corps absolument gigantesques ont été trouvés. Bon, ils ont été déterrés, pris par l'armée américaine, et surtout le secteur, il est interdit de faire des fouilles. D'accord. On a ce cas à côté de Chartres. Oui, Chartres, c'est assez censuré apparemment, ouais. Voilà. À côté de Chartres, il y a certains terrains où j'y suis allé d'ailleurs, on a des détecteurs de mouvement qui nous interdisent de faire des fouilles. Donc on ne veut pas savoir, on n'est pas autorisé à savoir ce qui s'est passé, ce qu'il y a en dessous. C'est toujours donc des découvertes très gênantes quand on a un sarcophage de 3 mètres avec un homme de 2,50 m dedans qui remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ ou avant. Tout ça, ça existe. Tout ça est caché effectivement par l'armée. Il y a un besoin de maintenir une ignorance terrible sur l'ensemble des esprits humains, parce que on a une forme de pouvoir psychopathologique, dominateur, qu'il s'agisse des pouvoirs religieux comme des pouvoirs temporels. Et donc voilà, ils pensent pouvoir se maintenir en place en laminant la culture, en laminant et en cultivant surtout l'ignorance, quoi. On le voit. C'est ça qui d'un côté est dramatique, mais bon, d'un autre, ça n'a aucune incidence. Ça n'aura aucune incidence puisque en fait, c'est toujours la planète Terre qui choisit l'élite ou les élus qu'elle décide de mettre en place pour restaurer un âge d'or avec elle. En réalité, c'est la planète qui choisit. D'accord. Alors on peut avoir des êtres qui tentent de s'imposer, qui sont des usurpateurs et qui tentent de s'imposer en rompant avec toutes les lois. Bon, ils font leur temps, quoi. Voilà. Mais ces êtres-là n'ont aucun avenir, aucune possibilité d'accompagner la planète dans son évolution. Ils seront nettoyés à la pesée des âmes, si j'ose dire. Oui, ils seront nettoyés à la pesée des âmes, ouais. Ça va faire un grand nettoyage. Il y a besoin de nettoyage sur la planète, Voilà, ce sera le mot de la fin, Frédéric Morin. On a passé pas mal, plus de 2 heures ensemble quand même, hein, c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question, mais on pourra y revenir. Hein, et puis, je pense qu'on va en rester là pour cette émission. Je te remercie. Ça nous fait une émission de plus. Et puis, de toute façon, ça sera rediffusé. Et puis, dans toutes les émissions qu'on a fait, ce qui est assez bien, c'est que on retrouve des éléments dans chaque émission qui reviennent un peu. C'est voulu, c'est exprès. Et comme ça permet c'est beaucoup plus facile à comprendre, de pouvoir comme ça. C'est très très bien fait comme ça. Écoute, Frédéric Morin, je rappelle que tu es le directeur de publication du journal Morpheus. Tu es aussi associé à Radio Morpheus Zolkin Morpheus, voilà. On va se retrouver, j'espère, la semaine prochaine pour un autre sujet qu'on déterminera. J'ai peut-être une idée sur la question.